La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, 40 ans de narcotiques anonymes. Est-ce que c'est possible? Puis c'est ce qu'on montre dans Narcotiques Anonymes, dans le fond, qui est possible de surmonter aussi les épreuves de la vie là, sans consommer, parce que c'est pas en arrêtant de consommer que la vie est plus facile, tout aussi difficile, puis... Ça, c'est au profit d'Opération Enfant Soleil. Peut-être aussi que c'est le fait que, d'année en année, les dernières années, on amasse beaucoup de sous. Ça fait 2 fois aussi qu'on a une présence au Téléthon. La dernière fois, moi, j'y suis allée là, présenter le dernier montant avec Bennett Jones qui a chanté la chanson, écrite pour la Saucette aussi. Réaction à la déclaration de Donald Trump concernant les tarifs à l'importation. Oui, effectivement. Je pense que d'ailleurs, leur slogan, c'était « Acheter américain ». Donc, je pense que de cette façon-là, ils essayent de pousser davantage les entreprises à travailler avec les États-Unis à l'intérieur. Fait que je pense qu'effectivement, ça serait peut-être une bonne stratégie nous-mêmes à appliquer par la suite. Prix Mémoire vivante 2024. C'est sûr qu'on est vraiment fiers de notre projet, qui est un projet d'équipe. On est plusieurs artistes à avoir travaillé dessus. À la rencontre des lauréats, des phares pour la culture, honneur aux bénévoles. Je suis très ému de ce que j'ai vécu ce soir parce que je me disais toujours, j'ai pas tant de mérite que ça concernant ça parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, le bénévolat que je fais dans la musique, dans la chanson, la chorale de Grande-Rivière. Air protégé, rocher percé tranche. Les appels de projet ils ont été lancés en juin dernier. Et là, Alors que la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances vient de passer, comment renforcer la compassion et le soutien pour les millions de personnes touchées par ce fléau? Narcotiques Anonymes, célébrant ses 40 ans d'engagement au Québec, incarne l'espoir d'un avenir sans consommation. Voici une entrevue avec Charles pour explorer cet impact durable. À la base, Narcotiques Anonymes est une association à but non lucratif qui regroupe là, des personnes, toute personne en fait, ayant eu un problème là, majeur avec la consommation qui les a menés à une perte de la maîtrise de la vie ou une difficulté là, à l'atteinte d'une vie saine. Fait qu'en gros, c'est un groupe d'entraide. Un groupe d'entraide là, de dépendants, là, de gens qui ont eu des problèmes avec la drogue, l'alcool et aussi les médicaments là, non prescrits puis pris de façon abusive. Fait qu'on englobe vraiment tout. Si on exemple, on compare à, mettons, Alcooliques Anonymes qui, eux, sont plus centrés sur l'alcoolisme. Nous, on parle vraiment là, de toute substance qui altère le comportement. Puis, en étant un groupe d'entraide, c'est des gens qui se donnent des trucs, tu sais, on dit souvent on peut partager le bonheur, mais aussi diviser la souffrance. C'est sûr qu'on arrive dans Narcotiques Anonymes, pas parce qu'on avait du fun. On arrive dans les salles de réunion parce que la consommation nous a amené vers la souffrance, puis un bas fond. Puis en arrivant là, en divisant, en partageant notre souffrance, en partageant un peu notre vécu là, de qu'est-ce qu'on vit. Euh, toutes, toutes les membres sont là pour aider tous les autres membres. Puis c'est en s'échangeant des trucs, là, de l'espoir aussi là, qu'on peut vivre une vie sans consommer. Puis parce que c'est possible. Puis c'est ce qu'on montre dans Narcotiques Anonymes, dans le fond. Qui est possible de surmonter aussi les épreuves de la vie là, sans consommer parce que c'est pas en arrêtant de consommer que la vie est plus facile, tout aussi difficile. Puis, dans le fond, Narcotiques Anonymes offre un programme là, de 12 étapes qui, à travers ces 12 étapes-là, apprend à chaque personne à se connaître elle-même, d'être plus productive, acceptable, responsable aussi dans la société. Puis qui lui permet là, après ça d'affronter les épreuves en les surmontant au lieu d'en les évitant.
Et est-ce que tu pourrais nous partager un peu parce que ça a l'air d'être un modèle de soutien par les pairs, comme ça, qui est intéressant. Et en Oui. quoi il se distingue justement de d'autres approches, justement, qui peuvent pour lutter contre la dépendance? Ben, on dit que il y a pas mieux qu'un dépendant pour en comprendre et en aider un autre. Euh, c'est sûr qu'en arrivant dans une salle de narcotique anonyme, toutes les personnes qui sont là, c'est des gens qui ont eu des problèmes de consommation. Donc, même si les gens arrivent de milieux différents, ont eu des vies différentes, une chose les rassemble tous, c'est qu'ils ont eu un problème et qui ont un problème avec la consommation. Problème de consommation, ça peut aller aussi à s'élargir plus là à consommation de drogue et alcool. Ça peut, il y en a beaucoup qui font des transferts de dépendance comme au travail, aux relations affectives, à la nourriture, puis il y en a une multitude. Ce que les gens se rendent compte en arrivant dans Narcotiques Anonymes, c'est qu'ils sont compris. Ils sont compris par des personnes qui, tu sais, qui n'ont pas besoin d'expliquer. On dirait que c'est des fois comme une dépendance, c'est dur à expliquer. Souvent, la personne qui comprend pas ce qu'un dépendant vit va lui dire, ben, t'as juste à arrêter de consommer. Mais tu sais, si c'était aussi simple, il y aurait pas de problème de consommation, il y aurait pas de suicide, il y aurait, tu sais, lié à ça. Puis, fait que les gens arrivent puis ils se sentent compris, puis ils s'associent à ça, ils se trouvent un sentiment d'appartenance. Euh, pour ma part, moi-même, quand je suis allé dans une salle, j'ai tout de suite été compris. Puis par la suite, j'ai essayé d'expliquer un peu en apprenant à me connaître, puis en comprenant c'est quoi la maladie de la dépendance. J'ai essayé d'expliquer ça à d'autres personnes qui n'ont pas ce problème-là, puis on voit tu sais, le blanc dans les yeux. Mhm. Je comprends, mais je comprends pas. Tu sais, fait que on va chercher quelqu'un qui nous comprend versus, tu sais, on n'est pas des professionnels. On remplace pas non plus les suivis médicaux, on remplace pas les psychiatres non plus. Puis, par contre, on est une place où on se comprend tous. Parce que je voyais justement il y a énormément de réunions hebdomadaires qui se font justement de partout au Québec. Puis j'ai vu que vous avez même ajouté des rencontres virtuelles. J'imagine que ça doit pouvoir permettre l'accessibilité à des personnes qui sont dans des zones peut-être un peu plus éloignées, d'avoir accès à vos services. Oui, évidemment, ben, depuis la pandémie, là, il y a eu un positif à ce niveau-là, au niveau des réunions de Narcotiques Anonymes. Ça a pris de mémoire là, 2, 3 jours. Tout le monde était viré de bord. OK, on start des réunions en Zoom. Parce que généralement, les salles, tu sais, c'est des salles de plusieurs personnes, des fois 30, 40, 50 personnes là, par réunion, par soir. Donc, en temps de pandémie, c'était pas possible de se rencontrer. Fait que là, une alternative rapide a été mise sur pied. Parce que les dépendants, c'est souvent du monde qui sont à 150% dans tout ce qu'ils entreprend. Fait que ça s'est fait assez rapidement. Il y a plus de 200 meetings là, juste en ligne. De mémoire, au Québec, il y en a 300, plus de 325 là, en meeting, là, en présentiel et en virtuel, mais majoritairement en ligne par Zoom, parce que il y en a matin, midi, soir, puis ça à plusieurs places là, au Québec, parce que sont tous associés à des régions là, on va dire administratives. Là. Fait que des fois par soir, il y en a 3, 4 par soir, puis c'est sûr pour des enjeux d'éloignement ou aussi des fois des enjeux là, d'horaire, qu'une mère monoparentale ou un parent monoparental qui doit s'occuper de ses enfants ne peut pas nécessairement se déplacer pour aller en salle, fait son meeting de chez elle en faisant un souper. Euh, c'est beaucoup plus accessible là, qu'il y a là, quelques années, là, qu'il y a là, 3, 4 ans. Parce que je voyais que là, tu parles de 3 4 ans, mais ça existe depuis 40 ans. Je pense que vous fêtez justement vos 40 ans d'existence. Comment est-ce que c'est possible de faire un peu un état de la situation actuelle? Est-ce que c'est quelque chose
de fur et à mesure des années qui passent dans l'existence de Narcotiques Anonymes, où vous avez de plus en plus de gens qui adhèrent, est-ce que la, la situation, on va dire, on va parler déjà pour le Québec ou la région là, qui vous concerne, que ça s'empire? Comment va la société? J'imagine que ça doit avoir un lien avec le bien-être de vivre ou le mal-être de vivre des fois dans une société ou un système. Comment toi tu ferais le reflet de la situation actuelle versus le passé? Oui, ben premièrement, oui, on fête nos 40 ans cette année là au Québec. Par contre, c'est mondial. Donc, Narcotiques Anonymes a été fondé en 53, donc a environ 71 ans aujourd'hui au niveau à l'échelle mondiale. Euh, dans la... C'est dur à dire. Présentement, actuellement, il y a quand même un vent de fraîcheur qu'il y a, on pourrait dire, de plus en plus de monde. Par contre, l'associer à, exemple, la pandémie ou l'associer à la crise des opioïdes, ou on n'a pas vraiment de données là-dessus. Ou aussi, par exemple, dans ma région du Saint-Jean, au niveau des relations publiques, il y a un gros effort qui est fait, qui va voir les professionnels, les centres de thérapie. Fait que je dirais que c'est un peu un amalgame de plusieurs sources. Par contre, ça ne fait pas que grandir parce que le monde ne reste pas toujours. Il n'y a pas toujours tout le monde qui sont prêts à arrêter de consommer puis dans la durée, mais aussi parce que c'est pas seulement d'arrêter de consommer, mais c'est après ça, on se rend compte que, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait un transfert de dépendance. Donc, on dit que la consommation, c'est 15%, puis les comportements, c'est 85%. Donc, les comportements qui va justement ramener un dépendant à reconsommer, c'est ce qu'il faut qu'il travaille par la suite après l'avoir consommé. Pas tout le monde sont prêts à faire ça aussi, à apprendre à se connaître, puis à travailler ses petits bobos, puis à travailler ses défauts de caractère. Pas toujours, il y a pas, c'est une minorité qui travaille tout ça. Euh, des statistiques mondiales, j'avais vu que, comme par exemple, dans Fraternité, nous, on souligne les temps d'abstinence par des porte-clés. Il y a des porte-clés qui sont donnés aux 30, 60, 90 jours. Après ça, 6 mois, 9 mois, 1 an, 18 mois et années multiples. On dit que pour un porte-clés de 1 an, donc pour quelqu'un qui a 1 an d'abstinence, il donne 5000 nouveaux. Donc 5000 porte-clés de bienvenue. Donc quelqu'un qui est à son premier meeting ou qui a rechuté, qui vient en rechercher un. Donc 5000 pour un, c'est beaucoup. Quelqu'un qui t'offre 1 an et plus, ça veut dire qu'il y a 5000 personnes qui, a pris, qui arrivent avant. Je pense que statistiquement, il y a 1 personne sur 10 qui reste dans les salles. Donc, il y a beaucoup de monde qui partent. Ceux qui restent, par contre, sont un exemple de miracle, puis de montrer que le programme marche, que le programme fonctionne pour ceux-là qui veulent atteindre une vie plus saine puis plus équilibrée. Mais non, en effet, oui, il y a beaucoup de monde qui viennent, mais il y a beaucoup de monde qui partent aussi, donc ça se balance dans la durée. Hmm. Parce que là, il y a la semaine nationale de sensibilisation, puis on dirait qu'il y a comme un travail qui est encore plus prononcé pour Oui. vous faire connaître, justement. Ben, une des raisons pourquoi on se parle, c'est pour ça aussi. Est-ce il y a des défis, justement, encore que vous rencontrez pour maintenir les services, et puis aussi peut-être nous parler des idées un peu préconçues, les plus fréquentes sur la dépendance pour déconstruire un peu on va dire ce sujet-là dans le cadre de cette campagne de sensibilisation? Ben, le but de la campagne et le but aussi que nous, on voulait qu'on la souligne chaque année, puis que cette année encore plus, on voulait donner parce qu'en fait, on le voit arriver dans les salles, on voit que oui, il y a une recrudescence des gens qui viennent, mais qu'il y a beaucoup encore de préjugés. Des préjugés qu'il y en a qui, même que j'ai entendu, qui se refusent d'aller dans des salles de réunion parce qu'ils pensent que c'est pas fait pour eux. Parce qu'ils se disent c'est tu sais, c'est pour
on pourrait dire les junkies, là, ceux-là qui sont en dessous des ponts, qui se piquent, tu sais, toujours l'extrême. Tu sais, il y a toujours quelqu'un pire que soi, là, Mm. quand on est dépendant. Donc, c'est briser ce préjugé-là. Puis aussi auprès là, du public en général qui n'ont pas de problème de consommation, exemple, qui pourrait suggérer à un proche, à un père, à un enfant, écoute, il y a peut-être ça qui pourrait t'aider, de juste semer la graine. Tu sais, on peut forcer personne à aller dans une salle ni à se rétablir. Par contre, on peut quand même suggérer puis informer la population que ça existe. Si, exemple, dans 5-10 ans, il y a du monde qui se rappelle qu'on est passé là, dans les médias cette semaine. Ah oui, j'ai déjà vu Narcotics Anonymes, ça existait, puis que là, 5 ans plus tard, ils ont un problème de dépendance, puis que là, ils arrivent dans les salles, si ça peut aider sur le long terme comme ça, tant mieux. Mais à prime abord, c'est vraiment pour briser le préjugé, là, c'est pour tout le monde. Puis c'est issu de tous les milieux. Faut pas nécessairement avoir tout perdu pour se rendre dans une salle. Il y a même des mineurs qui viennent, des gens de 17 ans, 16 ans. Il y a des gens, la plupart sont dans la trentaine, je vous dirais. Du moins dans ma région là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a entre 25 et 40 ans, là, c'est la grosse partie. Mais il y a aussi là, des personnes plus âgées là, de 50, 60, 70 ans. Il n'y a pas d'âge pour arriver dans une salle. Et il n'y a pas non plus de nationalité, d'origine, de croyance. Tout le monde est admis. La seule condition requise pour être membre de Narcotics Anonymes, c'est d'avoir le désir d'arrêter de consommer. Donc, une personne qui consomme encore n'est pas obligée d'arrêter tout de suite pour venir dans une salle. Elle peut tout simplement venir une fois, voir comment ça se passe, puis peut-être voir, OK, c'est peut-être pas pour moi ou c'est pour moi, puis partir, revenir, puis il y en a beaucoup qui font on pourrait dire, on appelle ça du in and out, là, qui viennent de temps en temps, ça les aide à se recentrer, mais c'est sûr que nous, on prône l'abstinence complète, puis dans la durée. Il y en a qui font un mois, sont corrects, ils repartent, ils reviennent. Par contre, c'est dangereux. C'est dangereux pour leur vie. On a tous, là, la plupart du monde dans les salles ont eu un proche qui est mort à cause de la consommation. Donc, c'est pas de prendre à la légère. C'est pour ça qu'on suggère aux personnes, ben, c'est pour ça qu'on sort dans les médias pour aider les dépendants qui souffrent encore, parce que ça peut sauver des vies. Mm. Puis ça, c'est pas écrit d'en face à personne. Quand on souffre, puis que on consomme, il y en a qui sont encore pleinement fonctionnels au travail, que ça paraît pas, puis qui arrivent chez soi le soir, puis ils ouvrent les vannes, comme on dit, là, ou les fins de semaine, puis mais tout ça peut souvent de plus dégénérer, puis prendre de l'ampleur, puis bon, ben une fois, c'était juste les vendredis, dimanche, là, c'est vendredi, dimanche, lundi, mardi, puis c'est pas long que des fois on peut perdre le contrôle, là. Puis c'est de briser le tabou que ça arrive pas juste, qu'on pourrait dire, aux peu fortunés ou tu sais, briser vraiment le tabou que ça peut toucher n'importe qui, un peu comme le cancer, ça peut toucher n'importe qui. La maladie de la dépendance peut toucher vraiment n'importe qui aussi. Et je comprends que les anciens membres qui ont surmonté leur dépendance, ils jouent un rôle aussi important. Là, tu parlais aussi de ton exemple, là, de toi tout à l'heure. Si tu devais transmettre un message à ceux qui nous écoutent justement et qui entendent parler de ce service peut-être pour la première fois ou qui hésiteraient, comment est-ce qu'on peut juste franchir, faire les premiers pas? Y a-t-il un site internet, un téléphone? Comment ça fonctionnerait? Euh, il y a un site enaquebec.org. Il y a un onglet Trouver une réunion, puis il y a une Google Map qui apparaît, puis qu'il y a tous les meetings dans la région du Québec. Il y en a aussi là dans le Bas-Saint-Laurent, puis Rimouski, entre autres, je pense, c'est qui est le plus loin au niveau du Bas-Saint-Laurent. Il y en a aussi là tous les jours en ligne par Zoom. Il y a une ligne aussi d'aide, le 1855 ligne ENA.
C'est une ligne que c'est des bénévoles, des membres qui y répondent, puis qui peuvent vous guider vers une salle la plus proche de chez vous, ou aussi vous dire, discuter avec vous, parce qu'il y a comme on pourrait dire un questionnaire puis qui est présent sur le site Internet aussi, suis-je dépendant? Une vingtaine de questions qu'on peut répondre pour voir euh, au niveau des comportements si on est dépendant ou non, si on a des traits qui tendent vers ça. Euh, je dirais que Narcotiques Anonymes est gratuit aussi, puis sans liste d'attente. Des fois, on est sur des listes d'attente pour centre de thérapie, pour voir un psychologue, avoir un suivi au niveau des centres de réadaptation de dépendance, du CSC, peu importe. On est sans liste d'attente, donc ça peut être, on pourrait dire, un outil supplémentaire pour quelqu'un qui veut arrêter de consommer ou qui a un problème de consommation. Euh, Puis tout à fait rapide, gratuit, puis facilement accessible. C'est libre aussi. On peut venir dans une salle, même pas besoin de dire son nom, même pas besoin de parler à quelqu'un. Euh, il y en a des fois qui restent dans le cadre de porte, puis qui écoutent, puis qui voient, ils sont pas trop sûrs, puis les premiers meetings, ils font ça, puis au fil du temps, ils viennent par rentrer plus loin, puis après ça, s'assire, puis à venir s'ouvrir par la suite. Puis c'est là qu'on voit la magie opérer là, de Narcotiques Anonymes. Fait que c'est totalement libre. Puis il y a personne qui va rentrer dans une salle qui va être de un jugé. Il y a, on dit que dans la fraternité, on veut pas savoir ce que tu as fait, ce que tu as consommé, ni avec qui tu te tenais avant d'arriver dans une salle, parce que tout ce qui nous importe, c'est si tu as souffert, donc tu as besoin d'aide, donc on est là pour t'aider. Mais aussi, si tu veux te rétablir puis être abstinent, on est là pour t'aider. Puis à te faire apprendre le programme, puis à te donner des trucs, de l'espoir aussi. Il y a des membres plus vieux qui sont là pour donner de l'espoir, des 30, 33, 35 ans de temps d'abstinence, ça existe. Partout à travers le Québec, des 20 ans, des 15 ans, c'est des exploits, puis ça existe, ça montre que ça marche, tu sais, que Narcotiques Anonymes fonctionne, puis que c'est possible pour tous de se rétablir, puis dans l'atteinte d'une vie plus saine, puis plus équilibrée, puis de vivre sans consommer, puis d'avoir du fun aussi. C'est pas parce que tu arrêtes de consommer que t'as pas de fun. En fait, la majorité du monde, sinon 100% du monde que j'ai entendu partager leur expérience à travers leur établissement, c'est qu'ils ont beaucoup plus de fun que quand ils consommaient, vu que quand ils consommaient, ben, ils consommaient pour oublier leur souffrance. Fait que, euh, Ouais, parce que j'ai vu sur votre site Facebook, justement, en faisant la recherche un peu et vous avez un graphique de tout ce on a à gagner en oui, pourcentage, de qualité de vie, justement, en arrêtant justement de consommer. C'est vrai que c'est une bonne façon de le voir. il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Les Jardins Fleuris de Pabeau est prête pour le temps des fêtes. Encore une fois cette année, la boutique du 14 rue Hamilton à Pabeau est ouverte avec un superbe choix de décorations de Noël et d'idées cadeaux pour toute la famille. Venez vous procurer l'ensemble de vos décorations de Noël chez nous et profitez de l'occasion pour choisir votre magnifique sapin de Noël naturel. On vous attend, ce sera un plaisir de vous rencontrer. À Percé, la 13e édition de la Saucette au profit d'Opération Enfant Soleil promet d'être mémorable avec un record d'inscriptions et déjà plus de 100 000 $ amassés. Quels défis et inspirations se cachent derrière cet événement hivernal emblématique? On en parle avec Marie-Ève Trudel-Vibert, cofondatrice de l'événement. L'engouement des sauceurs, ben, je cherche encore je pense que je vais pouvoir y répondre beaucoup plus quand l'édition va être terminée parce qu'il y a beaucoup de sauceurs que je ne connais pas. Puis il y en a beaucoup qui proviennent de ma ville, en fait, de Gaspé, que je connais là, de nom, connaissance, mais à savoir pourquoi cette année plutôt qu'une autre année, je le sais pas, mais ça, c'est sûr on va poser ces belles questions-là sur le site la journée même, puis on va faire aussi un sondage par après. Je dirais peut-être aussi l'engouement autour
peut-être que c'est l'Enfant Soleil, la famille de l'Enfant Soleil. Cette année, ils sont à Gaspé. Donc, c'est Conan Dunn. Donc, c'est ça, il habite Gaspé. Je sais qu'ils connaissent beaucoup, beaucoup de monde dans notre ville. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être aussi que c'est le fait que, ben, d'année en année, les dernières années, on amasse beaucoup de sous. Ça fait 2 fois aussi qu'on a une présence au Téléthon. La dernière fois, moi, j'y suis allée là, présenter le dernier montant avec Bennett Jones qui a chanté la chanson écrite pour la Saucette aussi. Fait que les gens ont peut-être vu ça à la télé et se sont dit, ah, ben, on a envie de s'allier à la cause. Je pense qu'on aussi, au travers les dernières années, on essaie d'informer, d'éduquer un peu toute la population gaspésienne au concret de la chose. Est-ce que le fait de donner à la cause en tant que telle rapporte dans nos régions? Donc, souvent, on se fait demander pourquoi on fait pas la saucette puis que tous les sous ne reviennent pas directement dans notre ville, par exemple, à Percé ou à Gaspé. Mais comme toute la Gaspésie participe, on fait ça pour tous les enfants du Québec. Donc, on a choisi Opération Enfant Soleil parce qu'ils sont partout. C'est pas juste les 4 grands centres pédiatriques, c'est tous les hôpitaux régionaux. Donc c'est ça. Je pense que la saucette rayonne, fait plus de bruit. Donc, on a 233 sauceurs pour en témoigner cette année. Oui, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un objectif. Tu parles justement de toute la Gaspésie participe, tout ça, mais il y a quand même un objectif pour une personne en particulier. On parlait de cet objectif ambitieux de 150 000. Vous avez déjà récolté 80 000, il me semble. Comment est-ce que vous vous mobilisez là, pour atteindre cet objectif? Oui. Ben là, présentement, on a dépassé les 109 000. Ça se pourrait que ce soir, on a 110 000. C'est excellent. Juste pour comparer, l'an passé, on atteignait les 100 000 le jour même de la saucette. Donc, on a une bonne avance d'une grosse semaine et demie sur la saucette précédente. La façon qu'on fonctionne, ben, c'est sûr que nous, d'emblée, ce qu'on demande aux participants, c'est d'amasser 100 $ pour comme leur inscription, là, si on peut dire, là. 100 $. Puis après, ben, c'est à eux de voir s'ils embarquent un peu dans notre folie et de créer des événements, de solliciter de façon plus large leur réseau, de façon plus régulière aussi. On est beaucoup sur les réseaux sociaux parce que notre campagne, là, je dirais, est à 95% en ligne. On a une page, une plateforme Funky. Donc, toutes nos équipes paraissent. Là, les gens peuvent aller magasiner leur équipe puis leur sauceur. Ils peuvent aller voir c'est qui, pourquoi ils s'engagent, puis choisir un sauceur puis le donner directement sur la plateforme. Ça, c'est une plateforme choisie par Opération Enfant Soleil. Donc, comme notre campagne est en ligne, c'est facile d'utiliser notre lien individuel de sauceur, puis après ça, de l'envoyer, que ce soit par Messenger, par courriel. Donc, de diffuser là, très largement à tous nos contacts. On connaît des gens d'un peu partout sur la planète, là, pas juste en Gaspésie. Donc, c'est d'aller voir 233 sauceurs, d'aller explorer 233 contacts, réseaux de contacts, de voir où ça nous mène. C'est un petit peu comme ça qu'on procède. Moi, je suis un petit peu la tannante là, au bout de la table qui envoie beaucoup de courriels aux sauceurs pour leur dire on en est où, qu'est-ce que vous avez fait. Mais tu sais, sans trop mettre de pression parce que comme on dit aux donateurs, il n'y a pas de petits dons, ben il y a pas de petite implication non plus pour les sauceurs. Il y en a qui font beaucoup de choses, qui lèvent beaucoup de fonds. Il y en a qui s'en tiennent à leurs 100 $, puis c'est absolument correct. Fait qu'on essaie de stimuler un peu l'implication des gens à la hauteur de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils peuvent, dans un climat de paix et d'euphorie. Là. On est comme une grande famille. Là. C'est vraiment une belle communauté, la Saucette. Donc c'est ça, on sollicite les réseaux de contact de tout le monde, les entreprises. Mais c'est ça, la Saucette en tant que telle, notre comité, on va pas cogner aux portes là, des entreprises pour obtenir. Tu sais, on n'a pas qu'on n'a pas encore développé ça, là, d'espèce de partenariat premium, tout ça, parce que les sauceurs vont, eux, les chercher. Fait que dans le fond, c'est les sauceurs qui font tout le travail. Puis nous, on essaie de les récompenser puis de bien les accueillir là, sur le site le jour même, de bien les accompagner chaque jour de la campagne. C'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, très bien. Okay. Puis justement, par rapport à qui dit inscription record, souvent c'est qu'il est fort possible qu'il y ait beaucoup de nouvelles personnes qui soient peut-être jamais venues avant. Est-ce que tu voudrais nous partager un peu, pour ceux qui nous écoutent, avez-vous des défis logistiques là-dedans, même au niveau de la sécurité, comment ça se passe pour cet événement?
Oui, à des gros défis cette année. En fait, au niveau sécurité, ben, on a des obligations à tenir, là, fait que c'est certain qu'il va y avoir un sauveteur dans l'eau. Parce que, tu sais, à tout moment, je veux dire, le fond de la mer, surtout là, présentement, c'est pas très beau à percer, là, fait qu'il peut y avoir une chute dans l'eau, donc ça prend quelqu'un dans l'eau absolument. Après, ben c'est sûr qu'on a une ambulance de déployer, là, le service par action, ils vont être sur les lieux. On a des pompiers aussi, on a des policiers, fait que c'est sûr que tout ça, euh, c'est obligatoire, puis c'est une priorité pour nous. Après, ben, on utilise la bâtisse là, à côté de l'espace Suzanne Guitté. Donc, la fameuse bâtisse où on vendait des billets avant. J'en ai vendu là d'ailleurs, c'est très drôle. Donc, cette bâtisse-là, elle est dédiée aux sauceurs. Donc, le défi logistique qu'on a cette année, parce que c'est pas une immense bâtisse, et puis je pense que c'est le nombre maximal en même temps, c'est 136 personnes. Donc, il va falloir être rigoureux là, dans le nombre de personnes qui rentrent, qui sortent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des vagues. Donc, peut-être deux équipes qui vont être à l'intérieur en même temps. Puis après chaque saucette, chaque vague de sauceurs, ben, il va falloir se changer rapidement pour laisser la place à d'autres après. Fait on va faire vraiment comme une rotation dans les salles pour que les gens se changent rapidement. Mais de toute façon, les sauceurs ne veulent pas rester 30 ben longtemps. Donc, ça va faciliter. Mais oui, il va y avoir de la logistique à mettre en place pour ça. Puis on est en train de travailler là-dessus, là. On travaille toujours là-dessus les 2 dernières semaines avant parce que on met toute notre attention sur la campagne avant le jour S. Donc, on commence à travailler la procédure justement qui va être envoyée aux sauceurs bientôt. Et je vois que depuis, quand on suit un peu justement, il y a eu des débuts plus modestes de la saucette justement, puis l'événement qui est devenu quand même un rendez-vous phare, tu en parlais un petit peu aussi tout à l'heure. Comment tu vois son rôle justement, même dans la promotion locale de Percé, mais peut-être même régionale? Le rôle de la saucette? Oui, c'est ça. J'imagine que ça a quand même un impact qui est quand même bien plus que uniquement Percé. Oui, ben en fait, on peut voir l'impact avec l'opération Phare Soleil. Avec le reste de la Gaspésie, je ne sais pas encore parce que nous, on travaille vraiment, je dirais que plus dans les premières années, justement, quand on avait des années modestes, on avait beaucoup, ben, moi, j'ai cofondé l'événement avec Karen, Lévesque-Caïl, et de Percé aussi. Puis ce qui nous motivait au départ, outre la cause qu'on a choisie, c'était de promouvoir notre village en hiver. Donc ça c'est toujours resté un petit peu, ben pas un petit peu, très important. Mais je dirais que là, on est beaucoup plus attaché à la cause. En fait, la saucette, c'est sûr que ça reste pour les gens qui viennent de partout. Wow, on se baigne dans l'eau froide en face du rocher. Là, c'est comme une destination. C'est presque exotique. Là. Mais je dirais on est plus attaché à la cause puis à faire en sorte que la Gaspésie se développe à ce niveau-là, au niveau de la cause. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pour comprendre puis pour essayer de ramasser plus de sous possible pour les enfants malades? Je dirais plus qu'on est là au-delà de la saucette, le rayonnement de la Gaspésie. Là. Tu sais, j'irais plus à l'envers. Je dirais plus que Opération Enfants Soleil rayonne en Gaspésie que l'inverse. Je pense que c'est la priorité. Dans nos deux intentions, là, initiales, c'est la priorité. D'accord. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, qui vont en faire partie, aurais-tu une recommandation à donner pour ceux qui vont y participer? Mais pour ceux qui sont pas forcément, est-ce qu'on peut y aller aussi en tant que curieux? Parce que ça doit être quand même assez impressionnant comme spectateur d'aller voir du monde se baigner un 14 décembre comme ça. Oui, 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 on a un beau public à chaque année. Il va y avoir moins d'espace sur la plage, mais il y a un super beau quai. On a une belle vue du quai pour faire des photos, des vidéos. Donc oui, on attend des gens sur place, certains, des familles, on veut voir des enfants. Sinon, ben, que ce soit pour les gens du public ou pour les sauceurs, moi, je recommande, peu importe la météo, c'est de bien s'habiller. Comme je le disais tantôt, la bâtisse, elle est pas super grande. On privilégie l'espace pour les sauceurs. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens puissent passer du bon temps dehors. On joue dehors. La saucette, ça se passe rapidement. C'est entre 11 heures et 13 heures, tout est fini. Donc, c'est vraiment de s'habiller en conséquence. Et pour les sauceurs, c'est vraiment de prévoir des vêtements de rechange. Idéalement, on remet pas les mêmes bas, le même chandail qu'avant. On fait en sorte que notre confort prime puis que notre sécurité prime aussi. Donc, c'est vraiment, ouais, l'habillement.
Parce que si ce n'est de l'habillement, sur le site, il va y avoir de la musique, il va y avoir des hot dogs, du chocolat chaud, des cafés, il va y avoir tout ce qu'on a besoin pour avoir du plaisir. L'idée aussi, c'est de se rencontrer localement. Il y a beaucoup de gens qui vont se voir là avant Noël. Fait que c'est comme une petite fête. C'est festif, la saucette. C'est vraiment festif. Donc, amener la bonne humeur et amener les bons vêtements. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise météo, il y a juste des mauvais vêtements. Donc, c'est juste ça que j'ai à dire aux gens. Habillez-vous pour venir profiter du spectacle, de ce qu'on a à vous offrir, puis pouvoir rester le plus longtemps possible. Et pour terminer, est-ce que tu voudrais nous rappeler justement l'objectif de de la somme d'argent qui va être ramassée, pourquoi il est destiné, mais aussi si on peut encore aujourd'hui, au moment où on se parle, même jusqu'au 14 décembre, peut-être continuer à faire des dons en ligne si c'est Ouais. possible. Tout à fait. Donc, c'est possible. Nous, on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Donc, juste Saucette Enfant Soleil ou Saucette au profit d'Opération Enfant Soleil. On publie souvent. Dans nos publications, il y a toujours un lien qui vous amène vers la fameuse plateforme dont je parlais tantôt, la plateforme Funky. Là, vous pouvez faire votre don en ligne. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec le concept, les sauceurs peuvent aussi, si vous les connaissez, là, ils peuvent aussi prendre vos sous sonnants. Ils vont inscrire vos coordonnées dans un beau tableau pour avoir un reçu d'impôt là, en début d'année. Donc, on méprise pas du tout la campagne physique, elle est très importante. Puis d'ailleurs, pour celles et ceux qui vont venir nous voir le 14 décembre à Percé, sur le site, il va y avoir aussi moyen de faire un don. En échange, peut-être d'un café ou d'un hot dog, tu sais, c'est possible de le donner volontairement. Puis nous, on va aussi être là. Fait que s'il y a des gens qui préfèrent venir nous voir pour être certain que ça se rende, là, des fois, il y a des gens qui ont des chèques, tout ça, on va être présent, on va pouvoir ramasser ça. Euh, donc, voilà, ça, c'est la façon de donner. Puis oui, tous les sous sont reversés à Opération Enfant Soleil. Puis dans le fond, ben, ça va s'ajouter à la cagnotte du Téléthon à la fin du printemps prochain. Donc, nous, on va sûrement y être encore là pour présenter notre chèque. Donc, puis après la saucette, on va rester, le lien va toujours être en ligne, là. On le garde au moins 2, 3 mois en ligne. Fait qu'il va encore avoir le temps de ramasser puis de se rendre à notre fameux objectif de 150 000. On aimerait bien ça, offrir ce montant-là au Téléthon. Comme je disais, c'est ça, ben, ça s'ajoute à la cagnotte du Téléthon. Et puis après, ben, dans le fond, si les gens ne savent pas là, de la façon que ça fonctionne, quand vient le temps d'octroyer des sommes aux hôpitaux, c'est que les hôpitaux, en amont, ils ont fait des demandes. Fait que chaque hôpital de notre région, mais de toutes les régions du Québec, doivent faire une demande d'équipement. C'est quoi leurs besoins cette année dans leur hôpital? Et après ça, ben, c'est traité par Opération Enfant Soleil, puis Opération Enfant Soleil prend paye de cette façon-là, avec tous les sous qu'on est allé chercher, octroie les équipements nécessaires aux hôpitaux régionaux, aux cliniques, bien sûr aux 4 grands centres pédiatriques. Hein. C'est là que nos enfants vont quand ils sont malades en première ligne. Donc, c'est là qu'ils vont les sous. C'est super concret, là. Cette année, en 2024, la Gaspésie a reçu 132 000 Donc, voilà. Fait que Parce que tu parlais d'un enfant particulier à Gaspé. Est-ce que tu Oui. voudrais nous en parler peut-être un petit peu plus? Mais Conan, moi, j'ai pas encore eu la chance de le rencontrer. Je vais le rencontrer le 14 décembre prochain, mais il est au Téléthon avec sa maman, son papa aussi. Puis Conan, je sais qu'il fait du diabète, il y a une maladie cœliaque aussi. Puis il y a une autre, il y avait 3 choses, là, j'oublie, là, je suis désolée. Fait que Conan, on va le voir bientôt, puis sa famille va se saucer. C'est la famille, les Coco Bongo, donc famille et amis, fait qu'on va les voir le 14 décembre prochain, on a vraiment hâte. Puis ils font partie de notre décompte, là. On a commencé un décompte sur Facebook puis Instagram, avec le matin, on compte les jours. Puis ils s'en viennent bientôt, ils ont chacun leur décompte, Marissa, la maman et Conan. Donc c'est ça, j'ai vraiment hâte de les rencontrer. Puis tous les portraits des enfants soleil de toutes les régions du Québec sont en ligne sur le site d'Opération Enfants Soleil. Moi, j'invite les gens à aller voir parce que quand on lit les portraits, il y a des vidéos. Quand on rentre dans leur maison, dans leur histoire, ça touche vraiment, puis là, on comprend. On comprend que le logo sur l'appareil qui a été acheté par Opération Enfants Soleil a une importance capitale pour les parents. Ils s'en rappellent. Donc c'est ça. Donc, moi, j'invite les gens à aller écouter ces beaux vidéos-là.
Il y a Conan, mais il y a tous les autres enfants, puis c'est pour eux qu'on va prendre la vague le 14 décembre. Say hello. 2 years ago now, Conan was diagnosed with diabetes, type 1. And it's been a journey ever since that day. On a su officiellement aussi qu'il y avait l'hémophilie il y a 2 ans. Fait que, tu sais, tout c'est comme... on a appris tout ça dans comme un laps de comme 3 mois, je dirais, là, que diabète, cœliaque, hémophilie. When we first found out, we had tests. The doctor told us to go to the hospital immediately, where they basically teach you a crash course how to manage the disease, which is insulin injections, when to give food, how to count carbohydrates. So 3 days in the hospital, and then they send you on your way. You have to learn very quickly how to manage the disease, which is every day, every meal, every night. It's full-time management. C'était vraiment difficile au début aussi parce que le petit frère ne comprenait pas non plus. Son frère avait le diabète, il savait pas c'était quoi. Puis nous autres, ben un des parents le tenait sur le divan pendant que l'autre le piquait. Puis le petit frère qui nous criait après en arrière, fait pas mal à mon frère parce qu'il comprenait pas. Mais je te dirais, comme ces moments-là, je vais jamais les oublier. Pour une maladie cœliaque aussi, ben c'est toute l'équipe qui est là. C'est Opération Enfant Soleil aussi qui aide. C'est juste tous les soins qu'ils peuvent donner puis aider toutes les familles en besoin. Là, c'est très important. Juste de savoir qu'il est tellement heureux à tous les jours, malgré les défis qu'il vit en dedans de lui, parce que même nous, on peut pas comprendre comment ce qu'il se sent, mais que lui est capable d'être aussi heureux puis d'être aussi bien là-dedans, c'est vraiment spécial. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le temps des fêtes est arrivé à la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière, l'endroit idéal pour retrouver le cadeau parfait pour Noël. Découvrez nos collections exclusives, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, Harley-Davidson, Ticento, Cœur de Lion. Notre grand choix de montres et de bijoux de grande marque saura satisfaire à coup sûr. Pour souligner de façon particulière la fête de Noël, faites confiance à l'équipe de la Bijouterie du Bay de Grande-Rivière. Comment réagir à l'annonce de tarifs d'importation américains? Dans un contexte d'incertitude économique croissante, la Fédération des chambres de commerce du Québec s'inquiète des répercussions des tarifs annoncés par Donald Trump. Valentine Palma, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la Baie des Chaleurs, nous parle des impacts pour les entreprises régionales et des actions nécessaires. Et que déjà, à savoir dans un premier temps, c'est que je pense que l'administration Trump se sert un peu de ce prétexte-là comme outil de pression en vue des négociations à venir l'année prochaine pour l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Donc, je pense que ça met un peu la table. Je pense qu'il essaye un petit peu de déstabiliser le gouvernement canadien de ce côté-là. Nous, c'est sûr que ça pourrait avoir une incidence assez importante parce qu'à savoir que 73% de nos exportations totales vont vers les États-Unis. Et 79% de nos exportations manufacturières vont vers les États-Unis. Donc là, de ce côté-là, on voit déjà qu'on est quand même omniprésent sur la scène des États-Unis. Puis c'est une des premières recommandations, je pense, qui est bonne à faire, c'est que les entreprises qui travaillent essentiellement avec les États-Unis, je pense qu'il va être très important de se diversifier, puis d'aller essayer de chercher et développer davantage les marchés locaux, donc au Québec et au Canada notamment. Ça serait vraiment important. Puis d'autre part, pour ceux qui travaillent déjà avec des entreprises aux États-Unis, ben peut-être de revoir les contrats puis d'essayer d'extensionner peut-être certains contrats pour essayer de sécuriser certains marchés.
Parce que ce que je comprends, c'est que aux États-Unis, il y a comme une volonté de vouloir avoir une stratégie d'avoir une certaine forme d'indépendance au niveau d'économie locale. Est-ce que ça veut dire que ça permet, le Canada devrait peut-être opter, j'entends avec ce que tu réponds, qu'il faudrait qu'on prenne un peu une voie similaire pour justement pas subir justement les conséquences et des variations quand il y a des changements comme ça de gouvernement? Oui, effectivement. Ben, je pense que d'ailleurs, leur slogan, c'était acheter américain. Donc, je pense que de cette façon-là, ils essayent de pousser davantage les entreprises à travailler avec les États-Unis à l'intérieur. Fait que je pense qu'effectivement, ça serait peut-être une bonne stratégie nous-mêmes à appliquer par la suite. Est-ce qu'il y a des produits ou des secteurs de l'économie, justement, on va parler peut-être québécoise, mais aussi ce qui nous concerne en Gaspésie, qui pourraient être plus touchés par cette mesure? Oui, effectivement, ben, il y a plusieurs secteurs, mais je pense que ceux qui nous toucheraient davantage en Gaspésie, ça serait surtout le bois d'œuvre, le contreplaqué, l'électricité, puis également les pièces ou les pales, comme on l'a vu avec LM Wind Power. Je pense qu'ils travaillent énormément avec eux. Donc ça, c'est vraiment les secteurs majeurs, je pense, de notre côté en Gaspésie. Avec les chiffres que vous avez nommés, justement, qui sont quand même assez impressionnants avec toutes ces choses qu'on exporte justement vers le sud, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un besoin ou est-ce qu'ils peuvent vraiment se passer, on va dire, de nous? Ben ça, c'est effectivement une des bonnes nouvelles, on va dire, là-dedans. C'est que les États-Unis sont pas du tout autosuffisants dans ces secteurs-là. Comme on disait, bois d'œuvre, l'acier, l'aluminium, ça, c'est des choses que ils peuvent malheureusement, je pense, pas se passer du Canada. Donc, à mon avis, ils vont devoir payer le prix fort. Mais effectivement, là, de ce côté-là, ils pourront pas s'en passer. Il y a aussi d'autres bonnes nouvelles, comme le fait que nos autres concurrents, que sont la Chine, le Mexique, ben, eux aussi vont avoir des tarifs plus importants. Donc, au niveau de notre compétitivité, ben, on sera comme pas tant touché que ça dans notre malheur. Puis, on l'a vu aussi depuis les annonces de M. Trump, c'est que la devise américaine par rapport au dollar canadien a augmenté. Donc, ça avantagera aussi nos exportateurs. Ça va jouer en notre faveur. Puis quand vous disiez qu'il y a certains membres qui envisagent de déplacer leurs investissements aux États-Unis, ça veut dire quoi exactement pour maintenir leur accès au marché? C'est-tu pour une stratégie pour ne pas perdre justement la possibilité de faire affaire? Oui, effectivement, je pense que ça va être pour certains une stratégie peut-être de sauver des coûts. Je pense que heureusement pour nous, tout le monde ne sera pas capable de faire ça. Ça va plus être un travail peut-être dans certaines entreprises de recherche et développement, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut changer la tendance. Mais ça se peut que oui, effectivement, il y en a certains qui, pour essayer de sortir leur épingle du jeu, essayent de se relocaliser en sauvant ces tarifs-là. Mais malheureusement, c'est ça, le fait d'être voisin, ça joue des fois en notre défaveur. Puis, en tant que justement directrice de chambre de commerce et d'industrie justement de la Baie des Chaleurs, est-ce qu'il y a, vous observez autour de vous au niveau des entreprises ou du milieu une inquiétude assez forte par rapport à ce sujet-là? Pas spécialement parce que c'est vrai que les domaines d'exportation sont peu nombreux, mais c'est vrai que tous ceux dans le domaine forestier, peut-être c'est quelque chose qui vient un peu les chambouler, puis ils se demandent un peu qu'est-ce qui va arriver. Donc, je pense qu'ils sont vraiment en mode solution d'essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir, puis peut-être travailler davantage localement pour un peu sauver la mise. Ouais. Alors, c'est vrai que j'en parle souvent avec d'autres analystes. Alors, des fois, le sujet du transport en général en Gaspésie, c'était quand même un sujet qui est assez... dans le fond, il y a différents volets, que ce soit le chemin de fer, les accès routiers, mais aussi l'aviation. Comment vous placez dans le fond par rapport au fait de redonner accès justement à la facilité d'accès à la région? C'est quoi votre vision justement déjà de l'état actuel? Comment est-ce que vous feriez un reflet de l'état de la situation justement de l'accessibilité? Je pense qu'au niveau de l'accessibilité, il y a encore un gros travail à faire de ce côté-là. J'entends plusieurs de nos membres qui ont de la difficulté à faire venir des investisseurs, que ça prend des tonnes et des tonnes d'escale, puis c'est des budgets assez onéreux à faire venir, que ce soit des conférenciers pour des OBNL.
ou encore des entreprises, justement. Je pense que le transport aérien, on se le cachera pas, surtout en région, c'est un pilier fondamental dans le développement économique, que ce soit pour renforcer les liens d'affaires, pour attirer des investisseurs, ou même encore pour favoriser la mobilité des travailleurs. Puis de ce côté-là, je pense qu'on a encore un gros travail à faire, ne serait-ce que d'ouvrir la possibilité d'avoir les billets à 500 dollars, pas seulement qui sont en provenance ou à destination de Montréal puis Saint-Hubert, parce que c'est pas le centre du monde non plus. Et je pense que la mobilité est partout dans les régions. Donc là-dessus, il y aurait vraiment un gros travail à faire. Puis après ça, de peut-être d'ouvrir la possibilité aux entreprises et aux OBNL de pouvoir en bénéficier, et puis que ça soit un fardeau un peu moins important financièrement. Parce que vous ressentez qu'il y a ça, il y a un impact assez fort déjà pour le développement, ça que je comprends, économique, que le fait qu'on n'ait pas accès, on va dire déjà en avion à la région. Oui, absolument. Puis d'autant plus, je pense, dans le tourisme d'affaires, nous, on œuvre beaucoup dans l'événementiel, puis on parle souvent avec d'autres entreprises, des organismes économiques, puis qui essayent de faire venir des gens, puis souvent c'est très compliqué, qui fait que souvent les gens viennent à venir en auto de Montréal ou de Québec parce que c'est plus simple, mais ça c'est pas normal. Est-ce qu'il en va de même? Je pense, là, on parlait de l'aviation. Mais je sais qu'en ce moment, on essaie de développer. Je sais qu'il y a des aspects qui ont plus un lien plus avec le tourisme, et il y a un côté qui est un volet là, comme vous souleviez, qui est au niveau des investisseurs. Euh, Est-ce que le retour, on va dire, du train serait déjà quand même déjà de bon augure, j'imagine, pour la région? Oui, je vous dirais que même toute forme de transport qui pourrait aider à la mobilité à l'intérieur des personnes ou des entrepreneurs, des professionnels, je pense que ça aiderait. Puis le train, ça serait déjà un très bon pas en avant. Même au niveau environnemental, ça serait encore plus intéressant. Le train, on peut le voir avec souvent certaines études, par nombre de passagers, c'est pas mal plus intéressant que par véhicule ou par bus. Puis c'est ça, au niveau des marchandises, des personnes, ça aiderait beaucoup à continuer d'aider à la vitalité économique. Ben, c'est plus peut-être au niveau de la modernisation puis la réparation, en fait, du maintien des infrastructures aéroportuaires. Je pense que récemment, la FCCQ a fait une étude là-dessus, puis on voit qu'il y a un déficit assez flagrant dans le maintien des actifs. Ça, je pense que ce serait une bonne stratégie au lieu d'attendre que nos aéroports tombent en ruine puis de devoir en reconstruire d'autres. Je pense que ça serait vraiment très important de pouvoir leur donner un peu d'amour maintenant avant qu'il en soit trop tard, puis que finalement les compagnies aériennes nous disent qu'ils sont plus capables de les utiliser à cause par désuétude. Parce que pour justement que les gens comprennent bien, j'allais dire, qui tire les ficelles un peu là-dedans pour que ça se maintienne ou que ça se maintienne pas. Je comprends que les municipalités ou les MRC prennent soin des infrastructures, c'est ça que je comprends, mais qui permet aux avions, mais il y a des compagnies privées. Je sais qu'à un moment donné, il y avait un peu un soutien avec Air Canada. Enfin bref, qui peut décider à un moment donné que Il n'y ça... a pas un aéroport qui est pareil. Si on prend l'aéroport de Bonaventure, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est le ministère des Transports. Après ça, Gaspé, c'est une autre chose encore. Fait qu'il y a comme, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs là-dedans. Donc, il y a les compagnies privées qui, eux, doivent s'assurer d'avoir assez de volume pour continuer puis d'assez d'achalandage pour continuer de voler. Mais là, après ça, s'ils n'ont pas d'aide du gouvernement provincial ou fédéral, ben des fois, ça se peut qu'ils coupent certaines fréquences. Donc, des fois, c'est ça qui arrive assez souvent. On le voit avec, par exemple, Orléans Express, justement, on voit qu'ils ont un soutien, ils ont comme un peu leur... Ou en tout cas, je comprends qu'il y a comme une aide du gouvernement pour qu'ils puissent maintenir un service jusqu'à Québec, mais ils gagnent leur sous quand même avec d'autres services qu'ils font ailleurs, avec d'autres trajets. Est-ce que ça pourrait être vu de même avec l'aviation? Effectivement, ça pourrait être aussi quelque chose, ça serait du transport de marchandises peut-être, je sais pas, il y a certainement quelque chose à faire de ce côté-là, c'est certain, puis je pense d'encourager les gens à utiliser davantage le transport aérien parce que c'est sûr que avec la COVID, il y avait moins de vols fréquents. Donc les gens ont peut-être perdu confiance un peu
en l'aérien, il y a eu beaucoup de retards, d'annulations. Fait que c'est sûr que les gens, je pense, des fois, ont plus tendance à prendre leur véhicule pour être sûr et certain qu'ils ratent pas leur rendez-vous ou leur événement, etc. Fait que, mais de ce que j'ai pu comprendre, l'exemple avec Pascal Aviation, il y a un beau travail qui est fait au niveau de l'assiduité, puis qui sont revenus à un taux comparable, voire un peu supérieur à celui qu'il y avait pendant la COVID, soit, je pense, à peu près 85% d'assiduité des vols, ce qui est quand même relativement bon. Mais c'est ça. C'est sûr que sans vols fréquents, puis avec comme 3-4 escales, des fois, c'est des vols de 7 heures pour d'aller de Bonaventure à Québec, alors que ça n'a pas de sens. Le vol en soi dure 1 heure et quelques, là, même pas. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Le 28 novembre dernier, la remise des prix Mémoire vivante s'est tenue à la salle de spectacle Thomas Morisset de Chandler. Cet événement vise à mettre en valeur le patrimoine vivant et matériel de la MRC du Rocher-Percé. Jean-Denis Laperrière a rencontré les 3 lauréats. Janet Harvey, représentant le comité de développement de Barachois et les environs pour les projets réalisés dans le cadre du 350e anniversaire de Barachois, qui met en valeur cette région. Maude Carbonneau-Girouard pour son projet Histoire de pêche. Ainsi que Karine Leblanc et Louba Christina Michel pour leur projet Entre vos mains. Donc, Janet Harvey, le comité de développement du Barachois et ses environs est lauréate du Grand Prix des prix Mémoire vivante. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette reconnaissance-là? Oh, merci. C'était étonnant parce que je n'avais pas pensé de faire une soumission, premièrement. C'était quelqu'un qui a dit tu dois faire une soumission pour ça. Mais juste pour remercier les membres de notre comité des bénévoles qui travaillaient pour 4 ans de toutes les activités c'est dans la liste des choses que nous avons faites. C'était un bon projet et c'était très satisfiant d'avoir la reconnaissance de ça. Donc, Maude Carbonneau-Girouard, vous êtes lauréate du prix Mémoire vivante pour Histoire de pêche. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette reconnaissance-là? Bien, c'est sûr que ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente que les gens aient aimé le projet parce que moi, j'ai vraiment aimé le créer. Ça a été des super belles rencontres puis un projet super intéressant. Fait que je suis vraiment contente, vraiment reconnaissante. Qu'est-ce que c'est, Histoire de pêche? En fait, Histoire de pêche, c'est la rencontre avec 3 pêcheurs ou en fait retraités du monde des pêches. Donc, ces trois hommes-là, ils ont accepté de me rencontrer pour parler un petit peu de leur vécu comme pêcheurs. En fait, il y avait M. Legrellet, qui est un ancien capitaine propriétaire, qui m'a parlé de ses fiertés au travers la pêche. Après ça, j'ai rencontré M. Baudin, qui est un professeur à la retraite. Il m'a raconté justement des savoir-faire qui ont lieu avec la pêche. Puis M. Lelièvre, qui est propriétaire d'une usine de transformation. Donc, il m'a parlé un petit peu des défis là, finalement face à l'adaptation en fait en ce moment. Fait que c'est un petit peu ça mes histoires que j'ai mis en images. Louba Christina Michel, Karine Leblanc, vous êtes lauréate du prix Mémoire vivante pour le livre Entre vos mains. Comment vous recevez cette reconnaissance-là?
Eh bien, c'est sûr qu'on est vraiment fiers de notre projet, qui est un projet d'équipe. On est plusieurs artistes à avoir travaillé dessus. On a travaillé avec la table pour la bientraitance des aînés. On a travaillé dans 3 résidences pour aînés. Fait que c'est comme un projet de groupe. On est bien fiers qu'il rayonne puis qu'il gagne un prix ce soir. Ce livre-là, ça se trouve être quoi? En fait, c'est le matrimoine, le travail de textile des personnes âgées, comment les personnes âgées, les femmes surtout, peuvent nous léguer leur savoir-faire. Ce qui a beaucoup été travaillé, c'est le textile dans le passé. Puis c'est un peu au goût du jour que Karine est arrivée avec ce projet-là, pour le faire voir autrement. Mais aussi pour pouvoir communiquer puis entrer en dialogue avec les personnes âgées. On est allé les rencontrer, puis elle les a fait toucher du textile, travailler le textile. Puis pendant ce temps-là, moi, je leur posais des questions sur leur vie, mais sur leur vie aussi en résidence, parce que c'est une nouvelle forme de vie, c'est une nouvelle façon de vivre pour eux autres. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Lors de la cérémonie de remise des prix Mémoire vivante, qui s'est déroulée le 28 novembre dernier à la salle de spectacle Thomas Morisset de Chandler, l'apport des bénévoles à la culture a été souligné par la remise des prix bénévoles culturels phares. Un bénévole de chacune des municipalités de la MRC a été honoré. Jean-Denis Laperrière a rencontré 4 des 5 lauréats. Gaston Nicolas, Colette Blais, représentant le comité du Carnaval de Val d'Espoir, Olivier Poulain et Madeleine Huard. Donc, le comité du Carnaval de Val d'Espoir est lauréate du prix bénévole fort pour la région Percé-Val d'Espoir. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette reconnaissance-là? Ça nous fait chaud au cœur. On a remercié tout le monde. On ne s'attendait pas à ça, mais on l'a mérité. On a travaillé fort des bonnes soirées et tout ça. On aimait ça. Vous êtes plusieurs sur le comité? Ah oui, on était plusieurs. Je ne peux pas toutes les compter. Il y avait Valmore, il y avait Antonio Cloutier, Suzanne Trudel. On était plusieurs. Osine Anderson. Il y a eu Norbert Blanton. On était plusieurs, mais là, on oublie. Là. Ça fait plusieurs années que c'est comme là, on ne peut plus travailler à cause du COVID, là, que ça a arrêté le carnaval. Sinon, ça aurait peut-être continué. T'sais. C'est un carnaval qui a quand même commencé en 1966, donc on a le comité qui l'a quand même poursuivi toutes ces années. Oui, c'est ça. Puis tout le monde s'est mis à la tâche. Val d'Espoir, tout le monde sont accueillants. C'est comme une grande famille. Puis ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur, puis ça va bien. Monsieur Gaston Nicolas, vous êtes lauréat du prix bénévole fort pour la ville de Grande-Rivière. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette reconnaissance-là? Oh, je vais dire que je suis très ému de ce que j'ai vécu ce soir parce que je me disais toujours, j'ai pas tant de mérite que ça concernant ça parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, le bénévolat que je fais dans la musique, dans la chanson, la chorale de Grande-Rivière. J'ai toujours adoré faire ça, puis c'est un bonheur pour moi. Ça fait que... Mais je remercie tous ceux qui ont organisé de belles choses comme ça. Je trouve ça merveilleux. Ça fait quand même depuis l'âge 20 ans environ que vous vous impliquez bénévolement. La première année que j'ai commencé à m'impliquer, c'était en 1970. C'est grâce à Martin Arsenault qui m'avait invité à chanter à l'église avec lui, m'inviter pour faire un petit peu apporter quelque chose de différent dans l'église. Puis depuis ce temps-là, ça fait déjà... Cette année, ça va faire 54 ans que je chante le Minuit chrétien. Alors, c'est tout à fait spécial, puis je suis heureux de faire ça. Donc, Olivier Poulain, tu es lauréat du prix bénévole fort pour la ville de Chandler.
Qu'est-ce que ça te fait de recevoir cette reconnaissance-là? Ouais, premièrement, c'est vraiment une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai un de mes amis qui m'a dit que je devrais venir à soir. Je ne savais pas pourquoi. Je suis vraiment touché de ça. Je suis content que le bénévolat soit reconnu dans notre coin. Puis je vais continuer de m'impliquer pour développer des projets. Ça, c'est sûr et certain. Ça donne un petit encouragement par rapport à ça. Là. C'est sûr, on va continuer. Je suis vraiment touché de ça. J'en perds mes mots. Donc, Madeleine Huard, vous êtes lauréate pour le prix Bénévole fort pour Port-Daniel Gascon. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette reconnaissance-là? Bon, de un, c'est déjà une surprise, puis tout un honneur pour moi. Mais comme j'ai toujours aimé faire partie des comités de n'importe quoi dans la paroisse ou les voisines ou Gascon, Port-Daniel Gascon, j'ai toujours adoré ça. Fait que quelqu'un me demande si je veux embarquer dans un comité, c'est rarement que je dis non. Ça fait quand même depuis 1983 que vous vous impliquez dans le milieu? Oui, j'ai commencé en 83 avec... parce que moi, ma fille faisait déjà du patin artistique, puis on allait à Passepébiac. J'ai voyagé 3 ans à Passepébiac avec elle. Fait que là, je me suis dit, ça se peut pas qu'on ait une nouvelle aréna avec une glace artificielle, qu'on peut pas faire un club de patinage artistique chez nous. J'ai pris des informations avec des clubs avoisinants. Je me suis fait parrainer, puis j'ai trouvé un professeur, puis j'ai formé un comité, puis on a eu notre club de patinage artistique à Gascon. Les Lames d'argent, ça a été super. Je l'ai gardé jusqu'à ce que ma fille parte au cégep. Puis elle a été monitrice aussi pour les jeunes après. Et vous avez continué jusqu'à aujourd'hui? Oui, j'ai continué. Par la suite, on a aussi fondé on a ouvert un gym à Gascon. On était avec des gens de la paroisse. Puis moi, j'étais secrétaire encore sur le comité. Puis on a demandé à la municipalité pour le vieux couvent. Fait qu'il y avait le gym qui était déjà installé. Il était fermé, fait qu'on a demandé au propriétaire pour nous vendre les machines. Puis avec l'accord de la municipalité qui nous faisait une location du local du vieux couvent, fait qu'on a installé un gym là-dedans jusqu'à ce que tout récemment à l'aréna avec la nouvelle rénovation qu'il y a eu à l'aréna, bien là le gym est déménagé là, puis c'est super, il y a un beau gym là, vraiment là. Félicitations et merci beaucoup. Merci beaucoup. La bénévole culturelle phare pour la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé est Lynn Blais, membre du Cercle des fermières de Sainte-Thérèse de Gaspé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La MRC du Rocher-Percé a tranché lors de sa dernière séance publique concernant les aires protégées. Ainsi, 6 des 13 projets présentés ont reçu l'appui du Conseil des maires. Chose rare, à la MRC, des citoyens étaient sur place pour entendre le verdict des élus. Ils étaient plus d'une quinzaine de personnes fébriles pour connaître le sort de tel ou tel projet. La MRC a tranché en donnant son aval au projet suivant: milieu lacustre en territoire gaspésien, refuge biologique, aire protégée de la rivière Bonaventure, Zec des Anses, Petit Pabot et enfin aire protégée MRC du Rocher-Percé. Ceux qui ont été refusés concernent 3 projets en mer, de même que le massif Douglastown, la vallée Émeraude, le Grand Barachois et le CAPTG Grande Rivière Mont-Sainte-Anne. On retiendra ici, lors de la période des questions, des interventions de 2 citoyennes engagées dans cette démarche, soit Suzanne Bourget et Isabelle Garcia, qui résument pour l'essentiel la position de Solidarité Gaspésie, un organisme citoyen connu pour ses prises de position dans divers enjeux sociétaux. Malgré que je sois très au fait du dossier au point 2.2 sur les appels de projet, malheureusement, j'ai rien compris. Je peux vous... Attendez. Donc, j'ai compris quand même tous les considérants fort intéressants. Oui. J'aimerais, pour le bénéfice des gens qui se sont déplacés et ceux qui sont à la maison, qui vont sans doute écouter, nous dire combien de projets par municipalité, ça implique 3 municipalités, combien de projets, quels sont-ils? J'ai compris qu'il y en a qui sont acceptés. Ai-je compris qu'il y en a qui ne le sont pas?
Donc, c'est le point de départ pour une bonne information. Oui. Je vous écoute. Parfait. Donc, au total, on avait reçu 13 projets. Donc, qui touchent l'ensemble de notre MRC, donc de Port-Daniel jusqu'à Percé. Sur ces 13 projets-là, nous, on en a accepté 6. Donc, le premier, le milieu riverain lacustre. Donc, ça, c'est tout ce qui est en lien avec les lacs sur notre territoire de notre MRC. Donc, c'est vraiment pour augmenter la protection autour des lacs. Donc, il y a une demande qui avait été faite, c'était près de 200 mètres qu'on voulait protéger autour des lacs. Le deuxième, c'était les refuges biologiques. Donc, celui-là a été accepté aussi. Donc, les refuges biologiques, c'est des aires forestières d'à peu près 200 hectares, où ce que là, il n'y aura pas de coupe forestière, il va y avoir des espèces qui vont être protégées aussi. Ça, il y en a 6 au niveau de la ZEC des Anses, par exemple. Il y en a 2 au niveau du territoire de la ZEC Pabot. Et sinon, il y en a quelques-uns sur l'ensemble de notre territoire également. Donc, on a une carte où on pourrait vous les présenter aussi. Par la suite, il y a eu le projet d'aire protégée de la rivière Bonaventure. Donc, ça, c'est un projet qui est majoritairement dans la MRC de Bonaventure, mais il y a une partie qui vient vraiment, c'est le ruisseau Maury, qui est vraiment au nord de notre TNO ici, notre territoire non occupé. Donc, c'est une petite partie. Donc, on est en faveur de ce projet-là aussi. Et il y a eu le projet AP MRC du Rocher-Percé. Donc, ça, c'était vraiment pour la protection autour de nos rivières. Donc, on vient protéger au niveau de l'ensemble de notre MRC 62 km de rivières au niveau du territoire public de la ville de Chandler. Ça vient protéger 100% des rivières à saumon de notre territoire aussi. Et c'est au niveau de la ZEC des Anses, c'est 41 km de rivières qui vont être protégées aussi. Et sinon, il y a 2 autres projets qui ont été acceptés. Donc, le projet de la ZEC des Anses et le projet également de Petit Pabot. Donc, il vient vraiment faire des aires de protection dans ces deux endroits de notre MRC. Maintenant, quels sont les projets qui ont été refusés? Oui, donc, au niveau des projets refusés, il y avait le massif de Douglastown. Donc, c'est un projet qui était complémentaire avec la MRC Côte-de-Gaspé. Donc, nous, on a analysé ce projet-là ici. Il y a un fort potentiel acéricole dans ce secteur-là, fort potentiel éolien aussi. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une cohabitation qui est faite entre les éléments que nous, on veut faire dans notre MRC et la protection aussi. Donc, juste avant que je donne les autres aussi, là, juste pour pouvoir faire une petite précision, si les projets ont été refusés, ce n'est pas parce que c'est des projets qu'on a jugés mauvais, c'est des projets que la finalité du projet, comme elle a été présentée, peut avoir un impact considérable sur certains secteurs d'activité et peut avoir comme un impact sur notre économie, sur notre développement au niveau touristique aussi. Donc, en 2027, il va y avoir un autre appel à projet. Donc, si les gens qui n'ont pas été acceptés ce soir ont des questionnements, ils ont des besoins, donc ils peuvent venir nous voir ici. On va travailler avec eux pour remodeler ce projet-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre complémentaire avec nos orientations ici aussi. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit accepté en 2027. Ça, c'était un. Dans les autres, donc, j'ai pas toutes les explications par cœur parce que moi, j'ai plus les infos sur celles qui ont été acceptées, mais j'ai madame aussi qui est avec moi qui va pouvoir m'accompagner. Donc, j'ai la vallée Emerald qui est un projet qui n'a pas été accepté parce qu'il y avait un fort potentiel acéricole dans cet espace-là aussi. Et je me trompe pas, il y avait déjà une protection qui était faite autour de là avec le cerf de Virginie. Donc, il y a vraiment une protection de zone qui est faite dans ce secteur-là. Sinon, il y a le CAPTG 2014, Grande-Rivière et Mont-Sainte-Anne. Donc là, c'est vraiment, nous, on a fait l'analyse de ce projet-là. Donc, ils n'ont pas été acceptés, considérant qu'il y avait les sentiers quad et motoneige qui passaient quand même de façon importante dans ce secteur-là. Il y a des baux de villégiature aussi qui sont là actuellement, puis il y a plusieurs demandes qui sont faites depuis plusieurs années pour en avoir d'autres sur ce territoire-là. Et aussi un fort potentiel acéricole. Donc, il y a plusieurs entreprises de notre milieu qui font la transformation du sirop d'érable. Donc, on veut s'assurer qu'ils puissent continuer de le faire. Il y a beaucoup d'investissements dans ce secteur-là. Sinon, il y avait le Grand Barachois. Donc, celui-là, c'était un territoire demandé qui était énorme.
donc qui venait quand même couvrir une grande partie. Je serais peut-être Mme aussi donner plus d'informations sur celui-là, parce que j'en ai pas beaucoup sur ma feuille, donc je vous laisserai aller. Oui, pas de problème. Ben, on parle du potentiel éolien aussi. Ce qu'il faut dire, là, dans les projets déposés, il y a plusieurs projets qui se superposaient, là, donc on arrive avec les mêmes explications, considérant que c'est le même secteur qui est visé. Donc, potentiel acéricole aussi, plusieurs régulateurs, présence de l'eau intra-municipaux. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour pour le Grand Barachois. Et sinon, les trois autres sont vraiment au niveau non terrestre, sont dans la mer. Donc, il y avait au niveau de la baie des Chaleurs, c'était 1144 km². Il y avait les Bouécoffres aussi. Et au niveau de la baie de Gaspé aussi, 976 km². Donc, il y a des zones de protection qui sont déjà faites dans ces zones-là. Par contre, c'est un peu nébuleux actuellement. On ne sait pas c'est quoi les zones de protection possibles. Il y a un mélange entre provincial et fédéral là-dedans. Donc, on voulait vraiment s'assurer de s'asseoir avec les promoteurs pour trouver la bonne solution. Est-ce que c'est de compétence provinciale ou compétence fédérale? Donc, c'est qui gère quoi là-dedans? Donc, avant de se prononcer sur ce projet-là, donc on voulait prendre le temps de se renseigner davantage. C'est les projets présentés. Est-ce que j'ai bien compris? Le projet qui touchait je regarde M. Cyr, le projet qui touchait Grande-Rivière, il n'a pas été accepté? Bien, écoutez, ces projets pas de Grande-Rivière, c'est la Grande-Rivière. Oui. Ben, je veux dire, sur le territoire de la ville de Grande-Rivière, c'est dans ce sens-là. Donc, celui-là, juste savoir, est-ce qu'il est retenu ou il n'est pas retenu? Ben, là, il n'y a aucun projet qui touche le territoire de la ville de Grande-Rivière qui a été déposé. Moi, j'ai été interpellé plusieurs fois. Oui. Puis, je me suis toujours renseigné à la MRC parce que je me faisais demander de passer des résolutions à la ville. Donc, j'ai vérifié avec ma requête, j'ai vérifié ici au niveau de la MRC. Puis, en réalité, c'est la Grande-Rivière. C'est pas nécessairement sur le territoire de la ville. La Grande-Rivière, ce serait plutôt... Sur le TNO. Sur notre TNO, en fait, c'est sur le territoire non occupé, Mont-Alexandre, qui appartient à la MRC. Maintenant, bonsoir, M. Leboeuf, on ne s'est jamais rencontrés. Puis concernant les projets qui touchent la grande ville de Percé, je comprends aussi qu'il n'y a aucun projet qui a été retenu. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. En fait, dans ce que je vous ai présenté, là, donc c'est vraiment au niveau de la vallée Émeraude, celui qui avait été... Le Grand Barachois. Le Grand Barachois également, puis il y avait le massif de Douglastown, c'était vraiment le mix là, entre la massif côte de Gaspé et au niveau aussi là, de notre MRC ici. Peu de projets touchent directement le territoire de la ville de Percé aussi, donc c'est vraiment tout dans le TNO, c'est dans le territoire public. Donc c'est vraiment dans le territoire qui appartient à la MRC ici. Je voudrais rajouter le projet de protection du Grand Barachois. Le Barachois de la Malbaie comme tel, il y a une zone un type de protection. Mais le Grand Barachois, ça allait même rejoindre la ligne du territoire de Gaspé, là où il y a du potentiel éolien qui est sur le point de s'informer, puis du terrain acéricole qui se développe dans ce coin-là. Mais le Barachois, tel qu'on connaît, on est pour, mais il faudrait que en 2027, que le territoire se concentre sur les rivières qui mènent au Barachois et le Barachois comme tel. Il y avait un homme aussi qui peut faire une petite précision aussi. Oui, du côté de la ville de Percé, on a quand même le projet APA, MRC du Rocher-Percé, au niveau des rivières qui touchent le territoire de la ville de Percé, fait qu'il y a une petite partie là. D'autres auront des questions à poser. Je voudrais vous dire que j'ai le bon souvenir de décembre 2022, quand il y avait la COP 15, où le gouvernement a annoncé une volonté d'avoir 30% d'air protégé en 2030. J'en revenais pas, parce qu'il faut se rappeler déjà à l'époque que dans notre MRC, on avait le projet de la ZEC des Anses, 60 km² d'air protégé, qu'on était en processus de demander, et avec beaucoup de travail. Et on arrive en 22, après 2 ans de travail, puis on entend notre premier ministre nous parler de 30% en 2030. C'était extraordinaire. Et là, après ça, c'est de voir que ce même gouvernement-là n'a pas juste fait parler, mais il a mis un processus en œuvre pour qu'on puisse, nous les citoyens qui connaissons et adorons notre coin de pays, puissions identifier des lieux d'intérêt. Je ne vous peux pas toute l'histoire, mais je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent à la télévision.
Les appels de projets ils ont été lancés en juin dernier. Et là, il y a plein de citoyens qui connaissent bien leur milieu, qui se sont grouillés, puis qui se sont réunis, puis qui ont identifié des lieux d'intérêt. Et le processus s'est terminé au mois d'octobre, où les projets devaient être déposés. Puis je vous avoue là, que pour tout le monde, c'était très rapide, ça. Fallait que tout le monde, c'était la période estivale, puis c'est des procédures complexes. Donc tout le monde s'est retroussé les manches, puis ils ont soumis des projets pour le 15 octobre, qui vous ont déposé, puis le 29 novembre, dans 2 jours, la MRC doit donner sa réponse finale. On en a un avant-goût d'ailleurs ce soir. Mais je compte sur les 2 journées qui restent. Les gens se sont déplacés, ils ont des choses à vous dire. L'appel de projet, il faut que les citoyens le sachent, c'est d'identifier des lieux d'intérêt. Suite à ça, les projets que vous retenez s'en vont au ministère de l'Environnement pour analyse subséquente. Et puis là, croyez-moi, c'est long, c'est complexe, c'est protocolaire. On le sait, la ZEC des Anses, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le 60 km². Donc, on parle en connaissance de cause. Et la MRC le sait bien parce qu'ils ont été avec nous dans le grand comité, en la personne de Louis Babin qui nous accompagnait. C'est pas simple, c'est long, c'est procédurier, puis c'est correct que ce soit comme ça. Il y a des étapes de caractérisation, des étapes d'information publique, des étapes de consultation, de concertation. Je vous dis, ça finit pas. Ce que je veux vous dire ce soir, puis que d'autres vous diront, c'est qu'on a une occasion en or de s'inscrire dans le 30 % pour 2030. Oui, on peut remettre à 2027 dans 2 ans. Bien, ça sera 2 ans perdus. Tout ce que vous avez dit par rapport aux éoliens, au domaine acéricole, les aires protégées, ça a toutes sortes de formules, de possibilités. C'est pas toujours restrictif. D'ailleurs, le meilleur exemple de la ZEC des Anses, on peut continuer d'y chasser, d'y pêcher, de marcher, de cueillir. Ça vient protéger un environnement, d'empreinte des humains qu'on laisse puis qu'on défait un milieu. Donc, ça vient protéger des milieux tout en pouvant les utiliser. Donc, dire oui ce soir, les préfets de toutes les... D'ailleurs, en Gaspésie, la Gaspésie a bien répondu à 40 projets sur 400 au Québec. C'est pas rien. C'est une mobilisation citoyenne pour venir dire, regardez, il y a quelque chose de beau qui est là, qui mérite d'être caractérisé, inventorié, regardé, analysé en concertation avec le milieu, les partenaires économiques et récréo-touristiques, les élus, les citoyens. Moi, j'étais tellement fière de savoir que Rocher-Percé avait embarqué dans cette aventure-là. Puis après ça, ben, je reste sur mon appétit ce soir. Il y en a d'accepter. Merci, merci. Puis il y en a de refuser. Ça me désole. Ceci étant dit, je laisse la parole parce que... Je voudrais vous faire un petit commentaire, Mme Bourgette, juste pour vous reprendre. Là. Au niveau de la ZEC des Anses, c'est pas 60 km², mais bien 296 km² qui va être déposé en aire protégée. Et avec les projets qu'on a acceptés ce soir, c'est plus de 30% de territoire qui va être protégé. Je pense que notre MRC a fait un pas dans la bonne direction. Donc, on a, voire même doubler, tripler, quadrupler les aires protégées qu'on avait sur notre territoire actuellement. Je ne suis pas contre la vertu, on doit protéger, j'en suis conscient, mais il doit y avoir une bonne cohabitation dans les sphères de protection, d'occupation du territoire, de développement, de pouvoir bien gérer tout ça, pour assurer qu'on ne soit pas limité dans notre propre développement. Et je crois qu'en ayant plus de 30% puis en quadruplant notre aire protégée sur notre territoire, je crois que notre MRC fait vraiment sa part dans ce projet-là. Puis je crois qu'on va être une partie prenante. Puis en 2027, s'il y a d'autres projets, on va répondre présent également. Juste la parole à d'autres collègues. Merci, Mme Bourgette. Bonsoir. Juste vous nommer, Mme Garcia. Oui, c'est Isabelle Garcia, citoyenne de Rocher-Percé. Aussi, je suis de Solidarité Gaspésie, un groupe citoyen autonome de la MRC Rocher-Percé et de toute la Gaspésie en général. Moi, je voulais dire au public aussi qu'on a fait une petite mobilisation pour prendre des signatures des gens qui pouvaient... C'est une pétition pour que ça aurait été fait en bloc aujourd'hui, la résolution, pour accepter tous les projets.
On a déposé ça, mais j'ai amené le reste des signatures parce que je l'ai déposé cet après-midi. On a 112 signatures. Si on aurait plus de temps, mais on aurait pu sensibiliser et avoir des autres. Alors seulement pour vous dire qu'il y a des citoyens qui sont intéressés à l'environnement, préoccupés pour notre territoire et que dans leur objectif aussi de que ça soit en bloc, c'était que pour une fois, on connaît mieux notre territoire parce qu'on pense qu'on ne les connaît pas bien, surtout les territoires qui sont en arrière dans les terres. Mais c'est une opportunité parce que c'est sûr que vous avez donné des arguments acéricoles, éoliennes et autres, mais nous on sait que simplement ce projet y aurait été regardé de façon globale peut-être par les gouvernements ou par le ministère de l'Environnement. Et de toute façon, il y a 2 ans de consultation et pour les projets qui sont acéricoles ou éoliennes et les contours, ils peuvent se refaire. Alors, ça nous donnait l'espoir qu'en 3 ans qu'il va y avoir le processus, on aurait pu échanger, discuter, collaborer avec et les organismes et les citoyens. Ça veut dire que vous avez accepté simplement une partie. On va continuer probablement jusqu'à 2027. Mais pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, c'était simplement des appels à projets. Il y a des citoyens qui ont déposé sans savoir très bien quel contour faire, parce qu'ils savaient que c'était le ministère qui allait revenir pour nous parler de ces contours. Alors c'est pour ça qu'on est un peu désolé de votre décision. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabeau. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. La suspension de la TPS sur certains produits, annoncée par Ottawa pour la période du 14 décembre au 15 février, suscite des réactions divisées. La libérale Diane Leboutillier défend cette mesure de 6 milliards de dollars, visant à offrir un répit financier aux Canadiens, tout en rejetant les accusations de visée électorale. En revanche, la bloquiste Christina Michaud critique l'exclusion des retraités du chèque de 250 $ et considère l'initiative mal ciblée, rappelant que plusieurs produits d'épicerie sont déjà exempts de TPS. Michaud qualifie ces annonces de gestes désespérés, d'un gouvernement en perte de vitesse. Sept cours d'école du Centre de services scolaires des Chic-Chocs bénéficieront d'un financement de 700 000 $ pour améliorer leurs installations récréatives et éducatives. L'annonce faite par Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, met en lumière des projets variés, comme un parcours psychomoteur à Sainte-Anne-des-Monts et des zones d'activité revitalisées à Saint-Maurice-de-l'Échourie. Ces initiatives s'inscrivent dans un effort global du gouvernement du Québec, qui investit 29 millions de dollars pour financer 310 projets similaires à travers la province, visant à enrichir l'expérience récréative et éducative des élèves. L'Opération Nez Rouge revient à Gaspé pour une 33e édition, orchestrée par les Maisons des Jeunes de Gaspé et Rivière-au-Renard. L'événement, prévu sur 8 soirées, repose sur une large mobilisation citoyenne. Sabrina Fortin, porte-parole, espère dépasser les 200 bénévoles et augmenter les raccompagnements par rapport aux 258 réalisés en 2023, qui avaient permis de recueillir 4 715 $. L'opération, unique en Gaspésie, aura lieu les 29 et 30 novembre, ainsi que les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 décembre. Depuis ses débuts, près de 175 000 $ ont été amassés pour soutenir des initiatives locales. La MRC du Rocher-Percé a approuvé 6 des 13 projets d'aires protégées présentés lors de sa séance publique le 27 novembre, incluant des initiatives comme le refuge biologique et l'aire protégée de la rivière Bonaventure. En présence d'une quinzaine de citoyens attentifs, le préfet Samuel Parisé a qualifié l'exercice de satisfaisant, tout en laissant la porte ouverte à de futures opportunités pour les projets refusés,
tels que le massif de Douglastown et la vallée Émeraude. Cette décision marque une étape clé dans la protection et la valorisation des espaces naturels de la région. La MRC de la Haute-Gaspésie pourrait devenir le site d'un projet pilote visant l'instauration d'un revenu viable garanti de 39 000 $ par an pour les travailleurs à faible revenu, afin de lutter contre la pauvreté et stimuler l'économie locale. Selon le Dr Yves Bonnier-Vigé, ce programme, basé sur les déclarations fiscales, favoriserait l'emploi et n'entraînerait pas de désertion du marché du travail. L'investissement, estimé à 66 millions de dollars par an, sur 20 ans, diminuerait progressivement grâce à l'impact économique. Les élus de la MRC doivent approuver les paramètres du projet, suivis de consultations publiques. La station saisonnière de recherche et sauvetage de la garde côtière canadienne à Rivière-au-Renard a clôturé sa saison 2024 après avoir mené 12 opérations de sauvetage. En hiver, les brise-glaces prennent le relais pour assurer la sécurité en mer face aux conditions difficiles sur le Saint-Laurent. Marcel Léger, commandant de la station, souligne que les activités reprendront dès le printemps 2025, lorsque l'état des glaces le permettra. Une nouveauté attendue pour l'an prochain: la réception d'un nouveau navire construit par les chantiers navals Forillon, renforçant l'expertise locale et la capacité d'intervention de la station. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. C'est la période des fêtes chez Jean Coutu. Pour des cadeaux qui sauront plaire à toute la famille et pour des fêtes qui vous ressemblent, venez à votre Jean Coutu de Grande-Rivière. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, notre équipe saura vous conseiller avec professionnalisme et courtoisie. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Votre Télé du Rocher-Percé est en pleine campagne de recrutement de membres. Achetez votre carte individuelle et participez au tirage d'un des 6 certificats cadeaux dans nos commerces locaux. Devenez membre entreprise et courez la chance de gagner une publicité d'une valeur de 1 400 $. Devenez membre organisme et vous pourrez annoncer gratuitement vos activités sur notre babillard, à la télévision et sur nos plateformes web. Scannez ce code QR et payez en ligne. Tirage le 18 décembre prochain. Payez votre carte avant le 16 décembre pour avoir droit au tirage.